on décrète que le noir a un cerveau plus petit que le blanc, et surtout que l'homme noir adulte a un cerveau dont le développement ne dépasse pas le développement du cerveau d'un adolescent blanc. Donc, d'où l'idée que le noir est un grand enfant. Le noir adulte a le cerveau d'un enfant, d'un adolescent blanc. Et tout ça est construit à partir de... En fait, c'est des constructions pseudo-scientifiques, puisqu'on prélève des échantillons, justement, d'enfants noirs, qu'on présente comme des échantillons de cerveau, de squelette crânien d'adultes noirs, et on échafaude des théories, parce qu'on est financé aussi par des lobbies de planteurs, etc., puisqu'il faut démontrer, justement, à l'opinion, que ce trafic est normal. D'abord, on s'est servi de l'Église, de la religion. L'Église a été complice dès le départ. C'est l'Église, c'est le pape, c'est les bulles papales qui ont autorisé les rois du Portugal et d'Espagne à aller déporter les Africains et les vendre en esclavage. Un captif sur 5 revenait à l'Église. Et donc, ça a permis aussi la constitution capitale aussi pour le Vatican. Et donc, on s'est servi de la théorie de la malédiction de Cam pour dire que Dieu avait maudit effectivement tous les Noirs, toute cette lignée-là de Cam, tous les descendants donc, de Cam qui étaient noirs, donc tous les Noirs sur la terre qui étaient des descendants de Cam étaient voués à l'esclavage. On fait appel donc à des scientifiques pour asseoir cela, parce qu'il faut démontrer aux populations européennes cela. On sait justement qu'en France, pendant la période de la Révolution, les habitants d'un village français de Champagné ont écrit pour dire il faudrait que la France arrête de participer à ce trafic honteux où on va prendre en esclavage nos frères noirs ou africains qu'on vend comme des bêtes humaines et qu'on fait travailler comme des bêtes humaines dans les Amériques. Et les habitants de ce village, dans cette pétition, ils demandent qu'on abolisse la traite des grès et l'esclavage, que la France ne participe plus. Ils disent, si la France continue ce trafic honteux, nos descendants, dans quelques générations, vont avoir honte de leur histoire, de leurs ancêtres, puisqu'ils considéreront leurs ancêtres comme des anthropophages, comme des gens qui auront été à l'origine, justement, du massacre de millions d'êtres humains victimes innocentes, qu'on a déportés en esclavage. Et donc, il faut complètement éradiquer ce genre de sentiment. Il faut au contraire que les opinions européennes adhèrent, et donc on met en place en fait toute une série de théories qu'on va enseigner. Au XIXe siècle, on démocratise l'enseignement, l'éducation dans les pays européens. C'est-à-dire l'accès à l'éducation est accordé à des franges de la population plus importantes, et on explique par ces théories-là qu'on enseigne dans les manuels, tout simplement que voilà, il y a la race blanche et la race supérieure. En haut de l'échelle et au bas de l'échelle, il y a la race noire. Entre les deux, il y a les races intermédiaires, la race asiatique, la race arabe mélangée, parce que mélangée, métissée, avec des Africains. Et donc, ces idées de supériorité raciale sont développées. Ça va permettre aussi, et pour que cette thèse de la supériorité du blanc sur le noir soit valide, il fallait effacer toute trace, en fait, de civilisation des Africains, des Noirs en général, que ce soit même en Afrique et que ce soit en Europe même. Donc ce que les Noirs européens dans l'histoire ancienne, puisqu'ils ont toujours fait partie du décor en fait, quelle que soit la période de l'histoire de l'Europe, quelle que soit la région de l'Europe que vous prenez, l'histoire de ces régions-là et de ces époques-là montre qu'il y avait des populations noires et qui ont participé au même titre que les autres à l'essor, au développement, etc. Des territoires auxquels ils appartenaient. Et donc, il a fallu occulter tout cela, tout ce passé-là. Sinon, c'était pas possible. Comment vous pouvez dire à votre enfant que son camarade noir qu'il fréquente à l'école n'est pas intelligent et bête, etc. Et en même temps, l'enfant peut avoir accès à des données qui peuvent lui faire comprendre que ce que vous dites est faux. Donc, en fait, c'est ce qui s'est fait en Europe au XVIIIe et au XIXe siècle. On a essayé d'effacer en fait le rôle des Noirs dans l'histoire européenne, leur présence, pour permettre aux thèses dominantes pseudo-scientifiques sur la supériorité raciale des blancs sur les noirs de subsister et pour que en fait toutes les opinions européennes soient convaincues. Et aussi bien sûr ce travail a été fait en direction des Africains captifs qui ont été réduits en esclavage pour que ce sentiment d'infériorité vis-à-vis du blanc soit en eux, pour que effectivement ils ne se révoltent pas dans les plantations, etc. On sait bien sûr qu'il y a eu des révoltes permanentes
et que l'histoire des révoltes, par exemple, pendant l'époque de l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, n'est même pas comptée. Si vous faites des recherches, il n'y a même pas de livre véritablement de recherche, donc résumant des recherches faites par des historiens sur les révoltes africaines à la traite, que ce soit en Afrique même, que ce soit dans les bateaux et que ce soit dans les Amériques. Parce que cette histoire-là a été présentée comme une histoire plutôt où les Africains ont été déportés, réduits en esclavage. Ils étaient destinés à des esclaves, ils ont supporté leur sort. Ils n'ont pas résisté, bien sûr, puisqu'ils étaient inférieurs aux Blancs et qu'ils le savaient eux-mêmes, ils l'acceptaient. Et donc ils n'ont pas résisté et que le statut d'esclave, finalement même, était quelque chose de positif, puisqu'on les a arrachés à leur barbarie africaine. Et donc il fallait justifier cette barbarie africaine. Donc il fallait surtout pas qu'il y ait des témoignages que les peuples africains étaient des peuples qui avaient produit des civilisations, au même titre que des peuples européens l'avaient fait en Europe ou des peuples asiatiques l'avaient fait en Asie. Donc il fallait montrer une infériorité effectivement culturelle des Noirs, et donc on va occulter ce qui fait que dans l'histoire de France, quand on prend le XVIIIe siècle, c'est aujourd'hui qu'on redécouvre des personnages comme le Chevalier de Saint-Georges. Le Chevalier de Saint-Georges, qui au XVIIIe siècle était fils d'une esclave et d'un père planteur blanc, à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, et Saint-Georges, qui va vivre à Paris, qui devient un des personnages les plus célèbres du Paris de son époque, de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est considéré comme le plus grand escrimeur de France, ce qui veut dire qu'en fait, je reviendrai là-dessus à la fin, c'est-à-dire la question des héritages. C'est-à-dire qu'on a connu Laura Flessel et d'autres escrimeurs noirs français qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques. Cela a été présenté comme si c'était un phénomène totalement nouveau, surprenant, etc. Alors que quand on examine l'histoire de France, il y avait des maîtres d'armes qui étaient noirs, des grands escrimeurs. Il n'y a pas eu que le Chevalier de Saint-Georges, il y en a eu d'autres. Donc voilà, qui étaient des maîtres d'escrime. C'était aussi un violoniste, un des plus grands musiciens à l'époque. Il a dirigé le concert des amateurs, qui était le plus grand orchestre en Europe. Il a été nommé par le roi directeur de l'Opéra Royal, mais il n'a pas pu exercer cette fonction puisque certaines des ballerines les plus célèbres de l'Opéra Royal avaient refusé d'être dirigées par un noir. Donc nous sommes déjà justement à la fin du XVIIIe siècle où ces idées-là sont prégnantes en Europe et où effectivement on a ces théories-là qui font croire effectivement aux Européens qui sont supérieurs aux Noirs, et donc des ballerines blanches disent non, pas question qu'on travaille sous la direction d'un chef d'orchestre ou un directeur de l'opéra qui est noir.